Nous allons aujourd'hui à la découverte d'une femme d'exception. Une femme qui a marqué son siècle parce qu'elle a traversé son siècle. Je veux parler de celle qui est considérée comme étant la prêtresse de la beauté, Helena Rubinstein. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Fitoussi. Bonjour. Bonjour, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous avez écrit la biographie d'Helena Rubinstein en 2010, que vous avez décrit vous-même, sous-titré vous-même comme étant la femme qui inventa la beauté. Je commencerai peut-être par la question la plus classique. Pourquoi est-ce que votre choix s'est porté sur ce personnage si particulier d'Helena Rubinstein? C'était un petit peu un hasard en fait, je la connaissais pas ou très peu. Je connaissais la marque parce que je crois que ma mère l'utilisait, en tout cas les mascaras. Et puis on m'a demandé d'écrire un petit livret publicitaire sur cette marque. Et quand j'ai découvert qui elle était, je me suis dit c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut que j'écrive sa biographie. Et ce qui m'a vraiment poussée à écrire la biographie, c'est tout simple, c'est un petit détail. C'est les prénoms de ses sœurs. Elle avait 7 sœurs cadettes. Elle s'appelait Regina, Cheska, Manka, Stella. On aurait dit une petite comptine enfantine. Et puis après, je suis allée voir un peu plus avant qui elle était. Et là, je me suis dit, j'ai dit à mon éditeur, mais attends, c'est une femme absolument géniale, une femme d'exception. Et j'ai beaucoup travaillé pour écrire cette biographie et je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment une femme d'avant-garde. Alors avant de parler du personnage, essayons de parler de son époque, de l'endroit où elle vit. Nous sommes en Pologne, à une époque très particulière. Alors il faut remettre les choses dans son environnement. La Pologne a toujours été le théâtre de disputes territoriales assez terribles tout au long de son histoire d'ailleurs. Oui, il y a eu quatre partages de la Pologne. Elle est née à Kazimierz, qui est un quartier juif de Cracovie. Kazimierz a été fondé par le roi Casimir au XIVe siècle et c'est devenu quelques siècles plus tard une enclave juive quand tous les juifs ont été poussés hors des murailles dans ce quartier. Et puis, à la faveur du partage de la Pologne, la Pologne a appartenu, la Galicie en tout cas, là où se trouve Cracovie, où se trouvait Cracovie, appartient à l'Empire austro-hongrois. Et c'est là que Helena Rubinstein naît. Quelques années auparavant, les Juifs sont devenus des citoyens qu'on protège. Et elle naît en 1872 dans une famille modeste, Cracovie, mais où Cracovie est une ville qui a un judaïsme très riche. Il y a 26 000 juifs dans la population. Certains, les plus pauvres, les plus orthodoxes, ça va parfois de soi, sont toujours à Kazimierz, là où elle naît. Les autres, ceux qui ont un peu plus d'argent, traversent la frontière, les anciennes murailles, et vont s'installer dans la ville à Cracovie. C'est-à-dire que les murs du ghetto sont déjà tombés à ce moment-là? Sont tombés, voilà. Les murailles ont été édifiées et puis sont tombées à nouveau. Et c'est une ville où on trouve une culture juive très riche et où il y a énormément d'hommes politiques, d'écrivains, d'acteurs. Le théâtre est très riche, surtout juif, voilà. Mais ça n'empêche pas une certaine misère, surtout dans les campagnes. Et la famille d'Helena Rubinstein est une famille très modeste, une famille petite bourgeoise, mais le père tient une épicerie et a beaucoup de mal à faire vivre sa famille parce que c'est surtout un érudit et qu'il n'y connaît rien au commerce. Et la mère est au foyer, elle élève ses 8 filles. Il y avait eu 15 enfants dans la famille Rubinstein. Et Augusta, qu'on appelle Gitte ou Gittel, élève les 8 filles parce que les autres sont morts, en particulier les garçons. Les filles étaient peut-être plus résistantes. Et Helena, qui s'appelait Chaya, donc à l'époque, qui changera de prénom, s'occupe aussi de ses 7 sœurs. Alors elle vit dans sa famille, mais elle a une aspiration d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le monde qui l'attire. Alors elle va commencer par travailler avec son papa pour l'aider dans le commerce. C'est-à-dire qu'elle était très intelligente, très brillante, évidemment, parce qu'elle n'aurait pas bâti cette fortune et cet empire de la beauté sans l'être, même peut-être génial. Très rebelle aussi, à caractère très affirmé. Et on la retire de l'école à 16 ans parce que voilà, les filles vont pas à l'école. C'est vraiment, ça l'énerve. Elle aurait voulu continuer. D'ailleurs, elle va mentir. Helena Rubinstein, allez, on va pas l'appeler menteuse, on va l'appeler brodeuse. Elle raconte sa légende à petits points. Elle l'a bâtie. Elle dira qu'elle a eu son bac, qu'elle est allée à l'université pour étudier la médecine et qu'elle a dû abandonner parce qu'elle ne supportait pas la vue du sang. Bon, la réalité, c'est on la retire de l'école vers 15-16 ans. Elle s'occupe de ses sœurs et elle va aider son père dans son commerce. C'est ce qu'elle préfère d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, très jeune, elle a les deux aspects de ce qui va être plus tard son entreprise. Le commerce d'un côté, où elle a un bagou formidable et où elle pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui
et où elle sauve son père parfois de situations périlleuses. Et puis, les secrets féminins. Sa mère a une crème de beauté qu'elle tient d'un pharmacien, le docteur Likovski. On ne sait pas s'il a existé ou pas, parce que bon, encore une fois, Helena Rubinstein adore transformer la vérité, la réalité. Mais en tout cas, elle a cette crème de beauté et elle protège le visage de ses filles avec cette crème contre le froid polonais. Alors, comme souvent dans les familles orthodoxes de l'époque, on essaye de marier ses filles relativement rapidement, pas forcément avec un mari de son choix, mais plutôt du choix des parents. Et voilà que Helena Rubinstein est en âge de se marier, mais elle refuse tous les prétendants, elle repousse tous les prétendants. Elle va être amenée donc à quitter sa Pologne natale pour aller traverser le monde. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans cet environnement ? En fait, voilà, elle tombe amoureuse d'un étudiant qui n'est pas juif, elle veut pas se marier, elle refuse, elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire ou ce qu'elle veut faire, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas, et en tout cas elle ne veut pas la vie de sa mère, elle ne veut pas être une femme au foyer, elle ne veut pas être une bonne juive religieuse qui va s'occuper de ses filles et qui va... Non, elle veut tout à fait autre chose, et comme on ne sait pas comment faire, et qu'il y a 7 sœurs à marier quand même derrière elle. Donc on l'envoie d'abord à Vienne, chez une tante où elle va rester 2 ans, et où elle va s'ennuyer parce qu'elle va vendre des fourrures dans le magasin de son oncle et de sa tante. Et puis comme elle veut toujours pas se marier, parce que là personne n'a encore, c'est encore découragé, mais on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh ben allez, éloignons-la, envoyons-la le plus loin possible de notre vue, en Australie, où sont déjà partis 3 de ses oncles, les frères de sa mère. Elle dira plus tard qu'elle a été envoyée là-bas comme un vulgaire paquet. Et en fait, en réalité, elle va récupérer sa légende et se l'approprier en disant « Mais non, c'est moi qui ai voulu partir ». Et en fait, vous l'imaginez, elle a 24 ans, elle mesure 1,47 m, on l'envoie en bateau de Gênes à Melbourne, toute seule, sans chaperon. Sa mère, peut-être prise de remords, a glissé dans la valise les 12 petits pots de crème qui feront sa fortune. C'est un peu l'histoire du petit chaperon rouge, sauf que là, elle va vaincre le loup et c'est elle qui fera fortune et qui prendra le dessus. Alors, de manière assez incroyable, en Australie, donc elle s'installe chez son oncle. Elle va s'occuper des fermes de son oncle. Alors, vous parlez dans la biographie de ces moutons, de tous ces animaux qui vivent en Australie, et effectivement dans un climat assez rude par rapport à ce qu'elle connaissait en Europe. Et voilà que cette Helena Rubinstein a une peau qui semble être jolie, qui attire le regard des autres femmes qui, elles, ne faisaient pas attention à leur peau à cette époque. Et voilà qu'elle commence, lorsqu'on lui pose des questions, à dire que cela fait partie du secret familial. C'est ça. D'abord, effectivement, vous l'avez mentionné, elle s'appelle désormais plus Raya mais Helena, puisqu'elle a changé son nom et son identité en arrivant en Australie, comme si vraiment elle voulait s'émanciper de tout. Mais elle gardera quand même le nom de famille Rubinstein, ce qui est important pour elle. Et voilà, elle dit aux fermières, mais vous avez des peaux terribles, mais il faut vous protéger. Et les fermières disent, mais oui, mais comment on fait pour avoir votre peau ? Et elle sort la petite crème, et puis bientôt elle n'en a plus. Et elle comprend alors qu'il y a peut-être un marché à prendre, et elle anticipe, elle comprend que peut-être pas tout de suite, mais que le XXe siècle va être le siècle de la beauté, le siècle où les femmes vont s'emparer de leur identité, vont se réinventer. Et en tout cas, elle sait qu'il y a un marché à prendre en bonne commerçante, et elle décide de recréer sa crème. Et elle va s'y employer. Donc elle va quitter Coleraine et ses oncles, et ce Coleraine qu'elle déteste, les moutons, les animaux, les fermiers, bon. Et puis elle va aller à Melbourne, ça sera pas facile, elle va travailler, elle va devenir la nounou des enfants du gouverneur de Brisbane, elle va travailler chez un pharmacien pour essayer de comprendre comment on peut recréer cette crème. Et la voilà en 1901 à Melbourne, qui est une grande ville, une grande capitale, avec des théâtres, des opéras, avec beaucoup de bruit, beaucoup de loisirs. Les femmes travaillent. En 1902, elles obtiennent le droit de vote. C'est les premières, ou presque les premières dans le monde. Et Helena, elle va se retrouver là, mais elle voit pas tout ça. Ce qu'elle voit, elle, c'est qu'elle doit réussir. Elle a la rage de vaincre, elle a la rage de recréer la crème. Et elle y arrive en 1901 et elle commence à la vendre sur des tréteaux, chez les particuliers, jusqu'à ce qu'elle ait assez d'argent pour ouvrir un salon de beauté l'année suivante. Alors c'est tout de même incroyable parce qu'à l'âge de 27 ans, elle pense avoir raté sa vie. Puisqu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas de situation, elle est à l'autre bout du monde. Et tout va se passer finalement très vite puisque avec la préparation de cette crème qu'elle va réussir à réinventer, à se réapproprier en quelque sorte, elle va commencer à faire fortune petit à petit. Alors elle n'a plus 27 ans, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle, en changeant d'identité, en changeant de prénom, elle s'est rajeunie de 9 ans sur son état civil, en falsifiant, et elle dira ensuite qu'elle pense que toutes les femmes doivent avoir un rapport très ambigu avec l'âge, et donc c'est beaucoup plus efficace, vous l'avouerez, qu'une crème de beauté, donc elle a 9 ans de moins, et effectivement, à 21 ans, très jeune, elle finit par
faire inventer cette crème et effectivement, elle est désemparée parce que voilà, elle croit qu'elle a raté sa vie et en réalité, ça va être le point de départ d'une fortune colossale et surtout d'un empire de la beauté et puis de sa vie qui a été absolument incroyable. Elle a vraiment la rage de réussite. Je crois que ces années qui ont été formatrices, elle a eu faim, elle s'est découragée, elle était seule, bien des fois elle a failli abandonner, mais elle avait la rage au ventre et puis elle avait quelque chose qu'en yiddish on appelle le chutzpah, le culot, l'audace. Et ça, elle a eu toute sa vie. Elle a eu toute sa vie cette audace pour aller de l'avant. Alors de l'audace, oui. Vous savez, on a un principe dans le judaïsme qui nous dit que toutes les rencontres que l'on fait dans sa vie ne sont jamais aléatoires. Qu'il y a quelque part une chance, entre guillemets, de la rencontre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle fait la rencontre de 5 personnages qui vont pouvoir la mettre un peu en piste d'un point de vue marketing, d'un point de vue des logos qu'elle va utiliser pour sa première crème, pour lancer aussi les premières publicités. Enfin, à l'époque, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et puis finalement, cette approche aussi scientifique qu'elle va avoir, et ça, vraiment, c'est une première pour son époque. Alors, elle a ceci finalement de très juif, au fond, c'est que elle est curieuse, elle va vers les autres, elle apprend des autres et elle sait saisir sa chance. Quand elle arrive à Melbourne, avant de me lancer sa crème, elle est serveuse, elle rencontre des clients, l'un qui négociant thé l'initie, lui explique l'importance du marketing, l'autre va dessiner le logo de sa crème, le troisième va lui prêter ses laboratoires pour qu'elle puisse faire sa crème, le quatrième va l'aider à obtenir la nationalité australienne. Et c'est comme ça qu'elle va s'installer. Et puis, tout au long de sa vie, elle va faire sa fortune seule. Elle n'aura pas, comme Coco Chanel, des riches amants pour lui donner de l'argent pour le coup de pouce. Mais elle aura toujours des mentors. Et elle va toujours savoir qui écouter au bon moment. Et ça, c'est ce qui fait aussi son intelligence et son avant-gardisme. C'est qu'elle écoute, elle absorbe, elle anticipe. Et finalement, elle en fait son miel et elle refait les choses à sa façon. Et ça a toujours été la façon dont elle va procéder toute sa vie. Cette première crème, Valase, don du ciel, c'est bien cela ? En hongrois, mais j'ai cherché dans un dictionnaire français-hongrois. Je n'ai pas trouvé la traduction. Donc, encore une fois, laissons-le à son crédit. C'est la crème qu'elle appelle Valase, don du ciel en hongrois. Peut-être parce que c'était un pharmacien hongrois qui l'avait inventé, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. D'accord. Et son premier salon. Alors, est-ce que c'est vraiment un salon ? Alors, à l'époque, est-ce que les salons existent ? Est-ce qu'ils sont déjà développés ? Est-ce qu'il y a une approche un peu négative dans le regard des femmes, de manière générale, vis-à-vis des salons de beauté ? Où est-ce que l'on est par rapport à l'émancipation des femmes à cette époque ? Alors, pas en Australie. En Australie, ce qui est intéressant, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'émancipation des femmes qui a déjà commencé avec le droit de vote. Et c'est important parce que ces Australiennes qui sont-elles sont des pionnières. Au fond, elles sont arrivées d'Europe, d'Angleterre pour la plupart. Donc, elles travaillent, elles sont émancipées, elles ont un peu d'argent pour acheter des crèmes de beauté. Elles savent qu'il y a des salons. Il y en a partout. Les Chinois en particulier ont ouvert des salons. Mais celui de Helena ne ressemble à aucun autre parce qu'elle a ouvert un salon en s'imaginant que c'était un boudoir à l'européenne, un boudoir à la française. Elle a teint des vieux jupons pour en faire des rideaux, elle a peint un mobilier en bambou, elle a revêtu une blouse blanche pour faire croire qu'elle est scientifique parce qu'elle est très intéressée par la science, elle l'a toujours été, ces fameuses fausses études de médecine. Donc elle pense elle le dira plus tard, que la beauté doit tout à la science. Et donc elle accueille ses premières clientes avec une blouse en se faisant passer pour une comtesse viennoise. Elle a un accent yiddisho, polonais, elle parle allemand, elle a appris un peu d'anglais, donc voilà, tout ça se mélange. Et elle est très péremptoire, elle explique aux femmes ce qu'il faut faire et c'est comme ça que ça va marcher. C'est un salon d'un genre nouveau parce qu'on n'a jamais vu ça, cette femme qui vous donne des conseils, qui a ses petits pots de crème sur les étagères, qui vous explique que la peau doit être classifiée en 3 genres, la mixte, la grasse, la sèche, qui dit qu'on doit appliquer la crème comme ci et pas comme ça. Elle a pour l'instant qu'une seule crème, elle en aura après des dizaines et des dizaines dans sa gamme. Donc, elle a compris 2 choses, Helena Rubinstein. Elle a compris que le marketing, c'était très important. Donc, très vite, elle fait ses premières publicités dans les journaux australiens. 1903, vous vous rendez compte, avec des égéries déjà. Il y a des cantatrices australiennes ou des actrices qui viennent la voir, elle les soigne. Et puis après, elle leur demande en échange de témoigner dans les journaux australiens que la crème les a vraiment soignées. Donc, la première, c'est une cantatrice qui s'appelle Nellie Stewart, qui est vraiment une
star en Australie. Là, en Australie, on adore l'opéra. Donc voilà. Et puis, elle a compris aussi que la presse allait être sa meilleure alliée. Et donc, elle fait venir des journalistes australiennes qui écrivent sous sa dictée. Elle raconte vraiment comme ça l'arrange. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du job. Voilà, Madame Rubinstein, qui est une comtesse viennoise, est venue jusqu'en Australie nous apporter les bienfaits de la science et de la beauté. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, elle ne s'arrête pas là. Elle va retourner en Europe pour plusieurs choses, a priori. Elle va essayer d'approfondir ses connaissances, alors là, du coup, scientifiques. Elle va prendre contact avec des médecins, d'ailleurs certains qui vont la repousser, la rejeter, en disant que c'est trop compliqué pour l'esprit d'une femme. D'autres vont essayer tout de même de la guider un petit peu, de lui donner quelques conseils. Est-ce qu'elle va retrouver ses parents lorsqu'elle va retourner en Europe à ce moment-là ? Alors, elle commence par Cracovie, bien sûr, parce qu'elle est partie finalement pas en très bon terme avec ses parents, mais son père ne veut pas lui parler. Hein. C'est pour sa fille, pour elle, c'est terminé. C'est un homme assez strict, assez religieux, donc voilà, terminé. Sa mère, en revanche, l'accueille très bien. Et surtout, ses sœurs qui sont émerveillées par cette nouvelle Elena, qui a l'air d'avoir de l'argent, qui a réussi, qui a fait fortune. Et du coup, elle demande à une de ses sœurs et à une de ses cousines de venir avec elle en Australie, parce que, et c'est le début de la fratrie ou de la sororité Rubinstein, chaque fois qu'elle va ouvrir un salon de beauté quelque part, elle mettra une de ses sœurs dans le salon précédent pour tenir le salon. Donc c'est ce que Elisabeth Arden appellera plus tard la mafia polonaise. Mais c'est en fait une histoire de famille et une histoire de jeune femme, une histoire de femme au départ qu'Helena Rubinstein a fondée. Et puis c'est vrai qu'elle va se balader partout en Europe pour savoir où elle peut fonder d'autres salons de beauté, où elle peut les créer, parce qu'elle veut conquérir l'Europe. Et elle va à Londres, elle va à Vienne, elle va à Paris qui est la ville, pour elle, la ville qui lui plaira le plus dans sa vie, où elle va avoir des immeubles, des salons de beauté magnifiques. Et elle commence à s'habiller en haute couture chez Worth, elle a l'argent pour ça. Et toute sa vie, elle va s'habiller en haute couture. Et toute sa vie, l'histoire de la mode et de la haute couture sera aussi l'histoire d'Helena Rubinstein. Alors, elle s'habillera chez les plus grands couturiers. Et puis, elle comprend que si elle veut commencer à réussir en Europe, c'est à Londres qu'il faut aller d'abord. Et c'est ce qu'elle vise. Et elle s'y prépare. Simplement, avant d'aller à Londres, elle fait une rencontre qui va être fondamentale pour elle, c'est celle de son premier mari, Édouard Titus. Alors, que savons-nous sur lui ? Est-ce qu'il est d'origine juive ? Est-ce qu'il a modifié lui aussi son identité ? Est-ce qu'il a un parcours aussi surprenant et mystérieux que celui d'Helena ? Alors, lui, il est encore plus surprenant et mystérieux parce qu'on je ne trouve pas beaucoup de choses sur lui. Alors, ce que j'ai, moi, pu trouver, c'est qu'il s'appelait effectivement Arthur Ameisen et non pas Édouard Titus, qu'il est né, il a un an de plus qu'elle, il est né aussi en Pologne, c'est un juif polonais, il a étudié le droit, il est parti aux États-Unis, il est devenu américain. On pense qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, mais dont il ne parlera jamais. Alors, est-ce qu'Helena était au courant ? Je ne sais pas. En tout cas, il les a abandonnés. Il est devenu juriste là-bas, puis journaliste. C'est un homme qui est un dandy, qui aime s'habiller, qui a beaucoup de goût, beaucoup de culture, qui est un lettré, un bibliophile, qui connaît tout le monde. C'est très surprenant. Il connaît tout le monde à Melbourne, comme il connaîtra tout le monde à Londres, tout le monde à Paris, en tout cas les gens qui comptent. Et c'est lui qui va être le mentor d'Helena. D'abord, elle l'engage pour écrire ses publicités. C'est lui qui va lui trouver son surnom, Madame, et on l'appellera toujours Madame. Et puis, elle tombe folle amoureuse de lui parce qu'il lui montre un Melbourne qui n'est pas celui qu'elle connaît, qui est le Melbourne des opéras, du théâtre, de la culture, des restaurants, de la vie mondaine et sociale. Elle n'a fait que travailler, et d'ailleurs, elle ne fera que travailler toute sa vie. Et il la demande en mariage, pressentant qu'entre lui et elle, ça pourrait bien coller parce qu'il ferait un bon couple, un bon partenariat. Et elle est éperdument amoureuse de lui. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle dit non et elle s'enfuit à Londres. Parce qu'elle se dit que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut réussir, elle veut pas se marier, elle a peur que cet amour qu'elle a pour lui l'empêche de réussir. Et vraiment, elle a la rage au ventre. Hein. Elle veut vraiment réussir. Elle veut vraiment montrer, peut-être à ses parents, mais peut-être au monde entier, qu'elle va y arriver, que ça va le faire et qu'elle va créer un empire de la beauté. Alors, est-ce que les mentalités sont différentes lorsqu'elle arrive à Londres ? Est-ce qu'elle a finalement le pli qu'elle a pu trouver en Australie ? Est-ce qu'il lui suffit tout simplement maintenant d'appliquer la même recette lorsqu'elle arrive à Londres ? Ou est-ce que les mentalités sont différentes ? Alors, à Londres, c'est quand même très compliqué. Elle a beau avoir de l'argent, assez d'argent pour louer un salon de beauté, un emplacement là où elle veut, c'est-à-dire dans Mayfair, là où la gentry, l'aristocratie anglaise est installée, londonienne.
personne ne veut d'elle. Qui est cette femme? Qui est cette petite juive? D'où arrive-t-elle? Les Anglais, à l'époque, les aristocrates, c'est une société corsetée, fermée, et terriblement snob, terriblement élitiste, antisémite. Comment va-t-elle faire? Et c'est très dur. Hein. Elle a 6 mois, 1 an difficile jusqu'à ce qu'elle trouve ce salon à Mayfair, 24 Grafton Street, qu'elle l'ouvre, qu'elle le décore comme avec des couleurs pastel, comme un boudoir. Et les aristocrates, à l'époque, elles vont pas dans les salons de beauté. Ça se fait pas. Alors, ça existe là-bas, mais elles y vont par des portes dérobées, elles se cachent. Et puis surtout, on ne se soigne pas la peau, on ne se maquille pas. Vous savez que le maquillage, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre comme aux États-Unis, c'était réservé aux prostituées et aux actrices. Les femmes de la bonne société ne se maquillent pas. Et Helena Rubinstein, elle va bousculer tout ça. Elles arrivent timidement. La première qui arrive est une jeune lady qui a de l'acné. Helena Rubinstein la soigne. Et donc, peu à peu, elles viennent. Et puis, ça, c'est plus la porte dérobée, mais elles passent par le grand escalier. Et puis, elles commencent à rencontrer des femmes de la bonne société, qui sont un petit peu bohèmes. Donc, c'est pour ça qu'elles la fréquentent aussi. En particulier la baronne d'Erlanger, qui l'emmène aux puces, qui lui montre des belles choses, des antiquaires, des opalines. Elle va commencer ses premières collections. Et puis, arrive Titus. Édouard Titus, qui la suit, qui lui dit « Helena, maintenant, vous m'épousiez », donc elle se marie avec lui. Elle est très heureuse, ils vont avoir 2 enfants, mais Titus a un gros défaut, c'est qu'il la trompe beaucoup, et ça va être très compliqué pour elle. Alors vous écrivez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle constate que son époux la trompe, à chaque fois, elle s'achète de nouveaux bijoux. Voilà, elle s'achète de nouveaux bijoux, si bien que dans les années 40, le magazine Life, qui lui consacre un portrait comme tous les magazines depuis la création de sa marque, note que sa collection de bijoux a atteint $1 million, ce qui tirez les conclusions vous-même. Est-ce qu'il l'a beaucoup trompée, probablement, et est-ce qu'elle a été très compulsive dans les achats, comme dans toutes ses collections? Certainement aussi. Mais ça marche très bien à Londres, et Londres, c'est très important pour elle, parce que Titus, et elle se marie avec lui parce que elle a 2 fils qui vont naître en 1909, Roy et puis ensuite Horace en 1912, parce qu'elle fréquente la bonne société, les artistes, et son mari lui présente Jacob Epstein, qui va lui apprendre à collectionner les arts premiers. Ce sera une première de ses collections. Comme elle va à Paris, puisqu'elle veut aussi ouvrir un salon de beauté à Paris, il lui dit quand vous irez à Paris, allez donc à Drouot. Voilà, j'ai noté sur le catalogue ce que je veux que vous m'achetiez. Donc elle commence à acheter des arts premiers pour lui, des statuettes africaines. Ça se fait pas beaucoup à l'époque. Bien sûr, les peintres, les surréalistes notamment vont s'y intéresser, mais pas tout de suite. Et elle, c'est une des premières femmes non seulement à s'y intéresser, ensuite elle va acheter pour elle. Et elle va comprendre l'importance et la beauté de ces statuettes, de ces princesses, de ces masques. Helena Rubinstein, elle aime la beauté, et elle aime la beauté sous toutes ses formes, la beauté la plus diverse. J'imagine que quand elle a traversé le monde pour venir en Australie, elle a vu des visages nouveaux, des Indiennes, des Métisses, des Chinoises, et elle a compris que la beauté des femmes était diverse. Elle va comprendre à quel point l'art et la beauté doivent naviguer ensemble. Et elle est toujours un peu en avance sur son temps, puisque les artistes que nous connaissons aujourd'hui avec leur réputation, à son époque, ne l'étaient pas encore nécessairement. Ce n'étaient pas encore de grands artistes. Pas du tout. Elle va toujours devancer et elle va toujours être précurseur. Par exemple, son salon de beauté à Londres est décoré dans des couleurs pastel. Et quand elle découvre les ballets russes en 1911, elle décide de tout changer. Et ces salons, à partir de là, auront des couleurs flamboyantes comme celles des ballets russes. Et chaque fois qu'elle découvre un artiste nouveau, elle va le collectionner sans se soucier de la mode. Elle ne va jamais acheter Helena Rubinstein pour faire de la spéculation, pour penser qu'elle va placer son argent. Elle va acheter de l'art parce qu'évidemment, au bout d'un moment, quand on a énormément d'argent, on achète de l'art, c'est la voie commune, mais elle achète parce qu'elle aime. Et elle va se tromper, elle va faire de mauvaises affaires, elle ne va jamais acheter parce qu'elle va faire de bonnes affaires, elle va dire, en se moquant un peu d'elle-même, parce qu'elle est une femme d'affaires aussi, j'achète en gros. J'achète non pas la qualité mais la quantité, ce qui est vrai et faux, parce qu'elle va acheter des œuvres formidables. Et la deuxième personne qui va l'initier comme ça à l'art, c'est quand elle arrive à Paris, en 1909, pour établir son salon, et puis en 1912, là où elle s'installe avec sa famille, au-dessus du salon de beauté, comme elle le fera toujours. La deuxième personne qui va être vraiment importante pour elle, c'est Missia Sert. Et Missia, c'est une Polonaise comme elles ont le même âge, 40 ans, enfin 30 ans, si on considère, 31 ans si on considère l'âge d'Helena Rubinstein dans ses papiers. Et Missia va la prendre sous son aile. Elles sont polonaises toutes les deux. Missia est une grande pianiste et surtout Missia est la muse de Paris. Missia a été peinte par tous les peintres.
Et elle reçoit Helena Rubinstein dans son salon et elle va lui apprendre plusieurs choses fondamentales. Comment faire un salon, littéraire et artistique, en invitant les sommités de l'époque, les peintres, les artistes, les écrivains, ce que va faire aussi le mari d'Helena en lui présentant ses amis à Paris. Comment aller dans les ateliers des peintres et acheter de la peinture, comment se faire peindre. Et elle conseille à Helena de se faire peindre parce que toutes les femmes de la haute société se font portraiturer. Et ça sera Paul Césarelleux le premier d'une longue série de portraits et de peintres qui peindront Helena, comme Dali, comme Dufy, comme Marie Laurencin, comme Christian Bérard. Et puis, elle va lui apprendre les codes de la bonne société aussi, et ce qu'Helena ignore, les codes parisiens. Et elle va envoyer ses riches amis et ses amis célèbres comme Colette, comme l'actrice Réjeanne, comme la comtesse Greffule, immortalisée par Proust, chez Helena Rubinstein, dans son premier salon du Faubourg Saint-Honoré, pour se faire soigner la peau. Alors à ce moment-là, elle est encore un peu dans l'artisanat. Et une fois qu'elle arrive à Paris, effectivement, elle va essayer de passer dans une usine de fabrication du côté de Saint-Cloud, d'ailleurs, là où elle va voir sa première fabrique de produits de beauté. C'est ça, elle ouvre d'abord ce qu'elle appelle un laboratoire à Saint-Cloud dans les années 11, 12, et puis ensuite ça deviendra une usine dans les années 30, et c'est comme ça qu'elle commence à un peu industrialiser et démocratiser la beauté. C'est pas encore ce qu'elle fera à grande échelle aux États-Unis, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est déjà un pas vers la vente de ces crèmes, non pas seulement dans ces salons de beauté, mais dans des officines, et surtout aux États-Unis, elle fera ça. Et surtout, ce qui est intéressant avec Helena Rubinstein, c'est qu'elle a compris une chose. Tout en démocratisant la beauté pour les femmes, elle a aussi compris que la beauté avait un prix, et que les femmes, même désargentées, mettraient toujours de l'argent pour au moins un produit de luxe qui serait une crème de beauté. Donc, le prix de revient n'est pas énorme, mais elle va le multiplier par 10 pour vraiment faire que sa crème ait de la valeur, que ça soit quelque chose qu'on achète précieusement. Et non seulement sa crème a de la valeur, mais les gestes de beauté ont de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole qu'il faut que les femmes apprennent et qu'elle va développer plus tard quand elle ira aux États-Unis, quand elle va créer une école d'esthéticienne où elle va apprendre aux démonstratrices de ces produits de beauté à les appliquer et à enseigner aux femmes comment appliquer ces produits de beauté. C'est pas juste, elles ne vendent pas juste une crème. Alors, c'est à la fois du marketing, parce qu'elle est géniale en marketing, mais elle y croit. Et donc, elle pense vraiment que ces crèmes doivent être très spéciales pour les femmes. Et donc, elle a des emballages très jolis. Elle copie des poudriers, elle copie elle va dans des fioles ou des flacons quand elle va les chercher aux puces ou chez les antiquaires. Et puis, le plus bel emballage, le plus bel écrin, ce sont ces salons de beauté. Et elle comprend très vite qu'elle doit s'adresser à des artistes pour les faire, à des décorateurs. Premier salon de beauté, c'est André Groult, le beau-frère de Poiret, qui lui fait, le salon du 255 Faubourg Saint-Honoré. Puis elle le ferme, elle en ouvre un autre après la Première Guerre mondiale, en 1918, au 126 rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, c'est Poiret, qui va être une rencontre capitale pour elle, qui va le décorer. Et troisième salon qu'elle ouvre en 1924, après avoir fermé le précédent, toujours Faubourg Saint-Honoré, au 52 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et elle achètera l'immeuble ensuite pour mettre son institut et ses bureaux. Et c'est toujours Poiret. Et Poiret a une importance capitale pour elle. Avec le début de la Première Guerre mondiale, elle est obligée d'abandonner l'Europe. Alors, elle n'est pas obligée, mais elle se dit que ça va mal tourner et qu'il vaut mieux aller aux États-Unis, puisqu'elle est américaine par son mari, et qu'elle fera venir sa famille. Mais elle a aussi en tête l'idée de développer... Et elle est impressionnée directement en arrivant, bien sûr, par la Statue de la Liberté. C'est exactement ce Et elle considère que c'est un continent dont il faut faire la conquête. Alors, elle part en 1914 en bateau, sa famille viendra 6 mois plus tard. Évidemment, la Statue de la Liberté, c'est un symbole pour elle, c'est sa propre liberté qu'elle y voit. Et bien sûr, rien ne lui fait peur, Helena Rubinstein. Elle va conquérir l'Amérique comme elle a conquis l'Europe. Et elle commence par faire le tour de l'Amérique, toute seule une première fois en train, puis ensuite avec une de ses sœurs, une autre, Manka, qui viendra avec elle. Et elle va, dans toutes les villes où elle pense
soit qu'elle pourra créer un salon de beauté, soit qu'elle pourra vendre ses produits de beauté dans les department stores les plus opulents de l'époque. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle va créer son école d'esthéticienne pour former des démonstratrices. Et puis, au fond, il y a les salons de beauté, il y a les corners dans toute l'Amérique, l'usine qu'elle va installer en 1918 à Long Island, les gammes de beauté qui vont être des gammes à la fois des gammes de luxe et puis des gammes un tout petit peu moindres, parce qu'elle a compris aussi, et elle comprendra ça encore mieux à la fin de la guerre, quand se développe la société de consommation aux États-Unis, qu'elle a intérêt à un petit peu démocratiser ses produits et à les vendre, non pas à baisser la qualité, non pas à trop baisser le prix, mais à les vendre dans des endroits des drugstores, mais qui vont être quand même des endroits un peu haut de gamme, parce que sa hantise, c'est de tomber dans le mass market, et vous verrez que c'est très important pour elle. Et puis, elle va ouvrir des salons de beauté. Donc, elle va en ouvrir 4 en tout aux États-Unis. Et le plus beau, le plus prestigieux sera celui qu'elle va ouvrir en 1937 sur la 5e avenue. Elle ouvre un salon sur la 5e avenue parce que sa rivale, Elisabeth Arden, a ouvert un salon de beauté sur la 5e avenue, qui a une porte rouge, qui est un peu la signature d'Elisabeth Arden, et que ça énerve Helena Rubinstein, donc il lui faut son salon sur la 5e avenue aussi. Alors il y a un épisode incroyable que vous rapportez dans la biographie, c'est au moment où les frères Lehman souhaitent racheter son affaire. Elle va l'accepter, finalement, 80 millions de dollars, une très grosse somme, elle va devenir l'une des femmes les plus riches des États-Unis, pratiquement, enfin tout aussi vite. Mais il y a un problème de politique de vente. Les Lehman vont justement essayer de rabaisser la qualité, la noblesse de la marque Helena Rubinstein, et là, elle ne sera pas d'accord. Comment est-ce qu'elle va faire pour se battre contre les frères Lehman ? Eh ben, c'est effectivement l'histoire du petit pot de crème contre le pot de fer. 80 millions de dollars d'aujourd'hui, c'était 7 millions de dollars à l'époque, et il lui propose cette somme en 28, et elle peut pas. Ce sont des riches hommes d'affaires. Ils ont sont des juifs allemands qui ont fait fortune aux États-Unis dans le coton. Ils ont acheté ensuite une banque d'affaires. Ils sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent acheter pour les mettre dans leur escarcelle. Et effectivement, il lui propose cette somme, et c'est une femme d'affaires, hein, donc elle peut pas refuser. Elle va quand même garder sa marque en Europe, ses usines, et eux, ce qu'ils font, effectivement, ils comprennent rien à la beauté, ces 3 hommes un peu austères, et ils vont vendre sa marque dans les supermarchés, et elle est furieuse. D'abord, les clientes sont furieuses parce qu'elles ne supportent pas. Les directeurs des department stores sont furieux parce qu'ils ont vraiment investi, eux, dans une marque qui doit être une marque de qualité, qui se vend cher. Et puis, les Lehman font une chose quand même, c'est qu'ils introduisent la marque en bourse. Mais malheureusement, on est en 28, l'année d'après, c'est le crash boursier, c'est la faillite, les actions plongent. Helena Rubinstein est désemparée, elle se dit mais qu'est-ce que je vais faire, c'est horrible. Puis finalement elle se dit j'ai qu'une chose à faire, c'est de racheter les actions. Donc elle les rachète aux petits actionnaires qui sont bien contents de se débarrasser de leurs actions qui valent plus rien, et finalement elle redevient majoritaire, tant et si bien qu'elle oblige les Lehman Brothers à lui revendre sa marque, à son entreprise américaine. Ils le font évidemment beaucoup moins cher que ce qu'elle n'a payé, que ce qu'elle n'a acheté, et elle se retrouve ainsi être la femme la plus riche des États-Unis. Et eux sont furieux. Ils disent qu'elle est financièrement illettrée, ce qui n'est pas vrai. Ils crient au délit d'initié, ce qui n'est pas vrai. En fait, elle est toujours maligne. Et puis, elle a toujours le bon timing. Elle sait toujours arriver au bon moment, au bon endroit. Et cette histoire avec les Lehman Brothers le prouve encore. Et donc là, le petit pot de crème a raison du petit pot de fer. Lorsqu'elle est aux États-Unis, alors on l'a dit depuis le début, finalement, depuis son départ de Pologne, elle a laissé son identité juive, sa religion de côté. C'était un peu l'image de sa famille, du passé. Et pourtant, son identité lui est renvoyée à la figure à chaque fois. Vous racontez cette histoire où, aux États-Unis, elle cherche à s'installer dans un immeuble, mais on refuse, alors qu'elle est déjà Helena Rubinstein, parce qu'elle est juive. C'est ça, en 1940, quand elle revient aux États-Unis, après avoir vécu entre les États-Unis et la France pendant l'entre-deux-guerres, elle tombe amoureuse d'un ce qu'elle appelle un château dans le ciel, c'est ce qu'elle dit à son fils, et elle veut l'acheter, et l'agent immobilier lui dit « Madame Rubinstein, je suis vraiment désolée, les copropriétaires s'y refusent parce qu'ils ne veulent pas de juifs dans l'immeuble. » Et elle achète l'immeuble. Elle achète cet immeuble de 16 étages, elle s'installe dans le triplex au dernier étage, elle mettra toutes ses collections. C'est un vrai pied de nez. Elle est toujours confrontée à l'antisémitisme, Helena Rubinstein, où qu'elle aille, y compris en France. Simplement sa richesse, et puis ce côté qu'elle a de mépris finalement pour ça, parce que au fond, ça lui impose
importe, elle n'est pas religieuse au sens du terme, mais elle est profondément juive. Elle n'a pas changé son nom, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle toujours Rubinstein, elle est toujours Madame Rubinstein, et si vraiment elle se heurte à l'antisémitisme, alors elle va se battre avec ses armes, et ses armes, c'est l'argent. Et donc c'est ce qu'elle va faire tout le temps. Elle va aussi essayer d'aider pendant la guerre sa famille. Une de ses sœurs est restée à Cracovie, elle va périr à Auschwitz avec son mari. C'est la mère de sa nièce Mala qui va travailler à ses côtés. Après la guerre, bon, elle ne peut pas faire venir les Juifs aux États-Unis, c'est impossible, mais elle va envoyer de l'argent. Et après la guerre, en France notamment, elle va aider beaucoup de gens de sa famille, et même pas de sa famille, les survivants, ceux qui reviennent en Europe, ceux qui reviennent en France. Elle va leur donner du travail, elle va leur donner de l'argent, surtout du travail d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui travaille et qui pense que quand on aide les gens, d'abord on les aide à trouver un emploi. Et ça a toujours été sa règle de conduite. Elle est très marquée par ça. Et quand elle revient en France et qu'elle voit que son appartement du quai de Béthune a été réquisitionné par la Gestapo, que son salon de beauté du 52 rue Saint-Honoré a été pillé de la même façon que son moulin, sa maison de campagne en Seine-et-Marne, et que dans son très très bel hôtel particulier du quai de Béthune, les Allemands se sont amusés à faire des cartons sur ses tapisseries précieuses, sur ses meubles, sur ses collections. Elle avait évidemment pu en mettre une partie à l'abri, mais pas tout. Elle est désespérée, mais elle a 73 ans, on est en 1945, et elle retrousse ses manches, elle va tout refaire son salon de beauté, refaire ses produits de beauté, rénover le quai de Béthune qui sera encore plus beau en demandant encore à des grands architectes, Emilio Terry, Louis Su, de refaire le mobilier. Mais elle va laisser les impacts de balles sur les murs de son hall d'entrée pour se souvenir toujours qu'il y a eu ces gens, qu'il y a eu l'occupation et qu'elle ne veut pas l'oublier. Elle aurait pu rester aux États-Unis tranquillement, avec sa fortune. Malgré tout, comme vous le dites, elle va remettre sa blouse, elle va retourner dans sa cuisine, ce qu'elle appelle sa cuisine, c'est son petit laboratoire, mais on n'est plus du tout dans l'usine, là, cette fois-ci, pour recommencer à zéro. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est la 4e fois qu'elle repart à zéro. Et en fait, en France, voilà, elle a sa fortune américaine, donc, mais en France, c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas de matière première. Donc elle est obligée de tout faire venir des États-Unis. C'est assez compliqué, parce qu'il faut le faire venir par bateau. Il n'y a rien non plus. Mais elle repart et en 2 ans, elle a tout refait. En 47, elle rouvre son salon de beauté à Paris. Elle rouvre en 51 celui de Londres qui a été bombardé. Elle rachète des tableaux, elle refait ses collections. Et elle a une mentalité de pionnière, cette femme. Rien ne la démonte jamais. La seule chose qui peut la fragiliser, c'est l'amour, puisque son mari la trompe beaucoup et qu'elle en a divorcé en 1938 après des énièmes tromperies pour épouser un prince géorgien fauché. Elle l'a épousé avant la guerre, Archil. Pour lui, elle inventera d'ailleurs des crèmes de beauté pour hommes. Ça ne marchera pas, mais elle sera encore d'avant-garde. Mais rien ne l'atteint. Et rien ne l'atteint si ce n'est la mort de ses proches. Et quand son premier mari va mourir dans les années 50, quand son deuxième mari va mourir d'une crise cardiaque en 55, et son fils 3 ans plus tard d'un accident de voiture, là, ça l'atteint vraiment. Et là, elle sombre dans la dépression parce qu'elle se demande au fond à quoi bon. Mais à chaque fois, elle va se relever par le travail. Toujours même valeur toute sa vie. Elle dira d'ailleurs que le travail, c'est son meilleur soin de beauté, qui chasse les rides de l'âme et de l'esprit, et qu'elle conseille à toutes les femmes de travailler. D'ailleurs, sa qualité première, c'est d'avoir incité les femmes à travailler, à sortir de chez elles, à se réinventer, à être belles pour aller de l'avant. Elle va inciter les femmes par la beauté à sortir, à avoir une vie sociale, à travailler. Elle va faire des programmes de beauté pour les femmes qui travaillent. Ça va être toujours vraiment sa préoccupation première. D'ailleurs, elle écrit qu'elle déteste les femmes paresseuses. Elle déteste. Enfin, elle dit surtout qu'il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Ce qui pourrait être paradoxal finalement, et de se dire que bon, finalement, elle n'est pas très agréable pour les femmes. Oui. Non, elle dit qu'au fond, toutes les femmes ont la possibilité de se réinventer physiquement, et que même quand on n'est pas très jolie, on peut le faire. Elle n'était pas très jolie, mais d'abord, elle s'est fait photographier, peindre et retoucher d'ailleurs dans beaucoup de photographies pour qu'on la voie sous son meilleur aspect. Et puis elle s'est réinventée elle-même. Elle a inventé son chignon, son rouge à lèvres, sa peau très pâle, c'est sa signature, ça sera toujours sa signature. Et même si
Elle vieillit, elle va toujours avoir ce port altier, cette dignité. Et quand on la voit à la fin de sa vie dans des films ou des photos, souvent des photos retouchées, on a une espèce d'admiration pour cette femme qui a à la fois l'air d'une petite grand-mère juive et qui en même temps est l'impératrice de la beauté, Madame Rubinstein, cette femme impérieuse, cette femme autocritaire, cette femme tyrannique, cette femme qui est dure parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et parce qu'elle s'est faite toute seule. Et c'est vraiment important et c'est en ça qu'elle est tout à fait extraordinaire. Quel est le lien qu'elle va entretenir avec la terre d'Israël? Est-ce que c'est un lien d'identité? Est-ce qu'elle va faire, par exemple, don de certaines de ses œuvres d'art au musée d'Israël? Alors, c'est un pays qui la fascine. Alors, est-ce que ça la fascine parce c'est un pays juif? Peut-être, mais ça la fascine surtout parce que c'est un pays de pionniers et qu'elle s'y retrouve et que ces gens qui sont arrivés d'Europe et qui ont retroussé leurs manches et qui ont tout recommencé, c'est elle. Et c'est elle à de nombreuses reprises, donc elle est très très attirée par ce pays. Il y a évidemment sa nièce qui vit dans un kibboutz et la vie des kibbutzim, à l'époque on est en 58-59, la passionne. Et puis elle va rencontrer les sommités, elle va rencontrer Ben Gurion, elle va rencontrer Golda Meir, elle va construire une usine qui sera achevée en 62. Et puis, comme elle s'intéresse passionnément à l'art, elle va faire don au musée d'art de Tel Aviv d'argent pour construire un pavillon d'art contemporain qui porte son nom et qui est à Tel Aviv et qui expose le plus souvent des œuvres un peu pointues. Et puis, elle va faire don au musée de sa collection magnifique de maisons de poupées. Elle collectionnait depuis toujours, depuis son enfance, les intérieurs miniatures. Et là, c'est vraiment de très belles pièces parce que tout est d'époque, tout est vintage, c'est magnifique. Elle va donner 2 utrios qu'on trouve, que le musée de Tel Aviv a prêté hommage et qui est exposé. Et puis, il y a aussi un très très beau portrait d'un peintre brésilien qui s'appelle Candido Portinari, qu'elle a collectionné, comme elle a collectionné les peintres mexicains, Frida Kahlo, Diego Rivera, quand elle a ouvert ses salons de beauté en Amérique latine. Et le musée de Tel Aviv, quand même, il espère que Helena Rubinstein va lui léguer toutes ses œuvres. Et en fait, moi, j'ai retrouvé une correspondance avec entre les avocats d'Helena Rubinstein et la direction du musée après la mort d'Helena Rubinstein, où ils s'étonnent quand même que Madame Rubinstein ne leur ait pas tout légué. Mais c'est déjà pas mal ce qu'elle leur a légué et ce qu'ils ont eu la gentillesse de nous prêter. Elle quitte ce monde à 93 ans. Elle meurt à 93 ans, en 1965, elle meurt à New York. Alors, elle a toujours travaillé, elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Tous les matins, comme elle avait un petit peu de mal à se lever, elle recevait ses hommes d'affaires, ses publicitaires, ses secrétaires autour de son lit, dans son appartement, et elle dictait son courrier, elle dictait ce qu'elle voulait faire à ses hommes d'affaires, elle expliquait aux publicitaires ce qu'il fallait, et jusqu'à la dernière minute, elle a corrigé des publicités, elle a tout vérifié. Elle allait tous les après-midi, soit dans son salon de beauté de la 5e avenue, soit dans son usine laboratoire de Long Island, vérifier les produits. Elle était sur le pont tout le temps, tirée à 4 épingles. C'est vraiment morte à 93 ans. C'était absolument incroyable qu'une femme de cet âge ait conservé intacte toute son intelligence et toute son énergie. Que reste-t-il aujourd'hui de son héritage, le prestige de sa marque? Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui exactement? Est-ce qu'il y a encore des Rubinstein à la tête de cet empire? Non, les Rubinstein ne savaient pas trop quoi faire de cet empire. Ils ont essayé, mais ils ont vendu la marque en 1975 à Colgate-Palmolive, qu'il a mis sur le mass market. La marque a dégringolé jusqu'à être rachetée par L'Oréal. Voilà, et puis la marque est dans le giron de L'Oréal et elle marche plutôt bien, je crois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais cessé de vivre, puisque ça a toujours été Helena Rubinstein. En revanche, ses collections, ses tableaux, son mobilier, ses œuvres d'art premier, ses bijoux, ses vêtements ont été dispersés. La famille a tout vendu après sa mort. Il y a eu 6 catalogues de ses possessions. C'est la Sotheby's qui a tout vendu. Excepté les 20 tableaux d'elle-même, les peintres qui l'ont peinte, comme Dali, comme Laurencin, comme Dufy. Ça, c'est resté à la fondation. Elle avait créé une fondation dans les années 50 pour aider les femmes et les enfants. Elle leur donnait des bourses pour l'éducation, pour la culture. Elle disait que sa fortune venait des femmes. Il était normal qu'elle leur revienne. Et puis la fondation a été dissoute il y a 2 ou 3 ans parce que la famille ne pouvait plus s'en occuper. Il reste très peu de gens de sa famille. Et donc les 20 portraits ont été éparpillés, vendus à travers le monde à des collectionneurs privés ou à des musées. Donc pour récupérer sa collection, elle a été éparpillée à travers le monde et on sait que beaucoup d'œuvres lui appartiennent, mais voilà, personne n'a...
les gens de sa famille ont récupéré certaines choses, on a eu des prêts de leur part, mais voilà, tout a été, c'est inouï parce qu'elle avait amassé tellement de choses, elle avait des appartements partout, des salons de beauté où elle mettait ses plus belles œuvres d'art et tout a disparu. Michel Fitoussi, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce personnage haut en couleur et une force de conviction incroyable d'Helena Rubinstein. Merci à vous tous de nous avoir suivis durant cette émission, durant cet échange. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, portez-vous bien et à bientôt.